Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Buisson et dans ce talk, je vais vous parler des algorithmes et processus de reconnaissance des formes, pas les numériques cette fois-ci, mais plutôt ceux qui sont utilisés en fait par notre cerveau à nous. Alors ça va être plus un talk biologie et neurologie que développement, mais je suis sûre que ça va vous intéresser quand même. Alors, comme on a dit, je ne suis pas médecin, mais j'ai une grosse culture générale dans tout ce qui est médecine et une grosse passion et une grosse curiosité sur le sujet, en fait. Donc, je vais découper cette présentation en deux parties. Une première où je vais vous expliquer comment la vision est utilisée par le cerveau, comment est-ce qu'il va faire pour acquérir l'image, quel traitement il va effectuer sur ce qui est transmis par nos yeux et comment il va faire pour interpréter toutes ces données. Et une deuxième partie, je vais pouvoir vous parler de la vision par ordinateur, des différents algorithmes qui existent, comment fonctionne l'extraction des données. Et enfin, on parlera un petit peu des réseaux de neurones virtuels. Alors, la vision humaine. Alors, comme vous le savez, nos yeux ont l'intérieur qui est tapissé d'une couche de cellules photoréceptrices, de la rétine qui est tapissée de cellules photoréceptrices. On a à la fois les cônes qui distinguent la couleur et les bâtonnets qui sont sensibles à tout ce qui est vision à faible luminosité, noir et blanc et mouvement. L'information importante à comprendre sur l'image qui va être transmise par la rétine, c'est que sa qualité est loin d'être uniforme, en fait. Vous avez une zone au centre qui est nette et en couleur, mais tout le reste, en fait, est en noir et blanc et relativement flou. À la périphérie de votre champ de vision, vous avez seulement 2/10, en fait, de qualité visuelle. Et c'est votre cerveau, en fait, qui va vous donner l'illusion que vous avez une qualité et des couleurs uniformes sur la totalité de votre champ de vision. Alors, pour vous donner une idée plus précise, alors voici une photo de Times Square, pour ceux d'entre vous qui n'y sont jamais allés, et voici à un moment donné seulement ce que vos yeux vont percevoir et transmettre au cerveau. C'est minuscule, c'est beaucoup de gris. Pour vous donner une idée en fait plus dans la réalité, ça correspondrait en fait à peu près à la taille de votre main, de la paume de votre main en fait, le bras tendu. Si vous aviez un cache qui se baladait en permanence juste de cette taille-là en fait devant vos yeux, vous ne pourriez pas lire, vous ne pourriez pas voir, c'est à peine si vous pourriez percevoir une image vague de votre environnement. Alors, cette image, en fait, va être transmise de nos yeux vers le cerveau via les nerfs optiques. Alors, les nerfs optiques se croisent à peu près avant d'arriver au cerveau. Le but de ce croisement, ce n'est pas seulement de faire que les informations issues de l'œil gauche soient traitées par l'hémisphère droit et d'éviter vice-versa. En fait, c'est surtout de faire en sorte que les parties qui sont vues vers la partie gauche de l'œil gauche et la partie gauche de l'œil droite se retrouvent à être traitées par le même hémisphère et vice-versa pour les parties issues de la partie droite des yeux. Ainsi, on aura deux fois la même information, mais vue selon un angle visuel un petit peu différent, qui sera traité par le même hémisphère. C'est comme ça qu'on va pouvoir ainsi analyser la binocularité de la vision en fait, et créer des informations sur la profondeur et les dimensions. Alors, pour conclure vite fait, l'image qui va être reçue, analysée par notre cerveau, en fait, elle est très hétérogène, avec une zone nette en couleur très réduite, tout le reste en noir et blanc, mais elle a l'avantage d'être binoculaire, d'avoir un semblant de 3D. Et surtout, il ne s'agit pas vraiment d'une image, mais plutôt un flux continu de données, un petit peu comme une vidéo streamée. Ça ne va pas être ce flux de vidéo qui va pouvoir être sauvegardé, ça va être seulement son interprétation, en fait, dont on va avoir conscience et qui sera sauvegardée en mémoire. Alors, la partie du cerveau qui gère la vision, c'est ce qu'on appelle le cortex visuel. C'est situé à l'arrière de notre crâne. C'est constitué de tout un tas d'aires visuelles de V1 à V7. Alors, je ne vais pas vous mentir, l'architecture du cortex visuel est assez compliquée. Les aires sont numérotées de V1 à V7, mais elles ne sont pas utilisées dans leur ordre de numérotation, en fait. Il y a des cul-de-sac, des différents chemins possibles, etc., etc. Donc, pour vous aider à vous y retrouver, en fait, je vous ai fait un petit schéma du cerveau humain, avec les différentes zones utilisées qui vont être représentées par des flèches. Et ce schéma-là, vous allez le retrouver, en fait, dans toutes les diapos qui suivent, pour vous aider à vous repérer dans ce labyrinthe qu'est le cerveau. Donc, on entre dans le labyrinthe par V1, qui va être l'aire qui va effectuer les premiers traitements sur les informations brutes issues de la rétine et les transmettre ensuite au reste du cerveau. Alors, V1, techniquement, c'est un réseau de neurones organisé en couches, mais étant donné qu'il a très peu de capacité d'apprentissage et qu'il est quasiment figé, ce n'est pas une zone du cerveau qui est du tout plastique, je vous demande de penser plutôt à V1 comme étant une sorte de gros processeur graphique en couche de silicium, plutôt que d'un réseau de neurones de type perceptron. Donc V1 en fait, va décomposer le champ de vision en fait, par chaque information transmise en des sortes de pixels qu'on va appeler des unités visuelles.
et va pour chaque unité visuelle lui accoler différentes informations, que ce soit les données des pixels des unités visuelles voisines, etc., et d'autres données qu'il va calculer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, toutes ces informations-là, ça va former une sorte de grosse fibre nerveuse qu'on va appeler une hypercolonne. Les hypercolonnes vont se croiser entre elles au niveau des différentes couches du cortex visuel V1 et effectuer différents traitements au niveau de ces croisements. Par exemple, en croisant deux unités de données sur des couleurs différentes, mais issues d'une même unité visuelle, on va pouvoir en déduire des informations sur les contrastes de couleurs. En comparant deux unités voisines, on va pouvoir en déduire des contractions aussi sur le mouvement, former des contours. En comparant deux contours entre eux, on va également pouvoir en déduire l'orientation de ces contours. Et en comparant deux orientations de ces contours entre elles, on va pouvoir déduire ce qu'on appelle des hypercontours. On va plus ou moins résumer ça par des coins. De la même manière, V1 va également calculer des informations, unité visuelle par unité visuelle, concernant la profondeur et le niveau de détail de l'image qui est observée. Alors, ça fait beaucoup d'informations qui sont produites vers V1. Pourquoi toutes ces informations? Il faut comprendre quelque chose sur le fonctionnement de différentes aires du cerveau. C'est que, quoi qu'il arrive, elles doivent envoyer une réponse, quelle que soit en fait la qualité et les informations manquantes qu'elles ont en entrée. Quoi qu'il arrive, elles doivent en fait être capables de renvoyer une sortie. Donc, pour limiter les erreurs, ce qu'elles vont faire, en fait, c'est multiplier les chemins les types de données d'entrée différentes pour être sûr d'avoir au moins un minimum d'informations sur lesquelles baser les raisonnements qu'elles vont faire. Donc, V1 va transmettre ces données brutes concernant les couleurs, les contrastes et les mouvements à l'aire suivante du cerveau, V2, ici en jaune, qui, elle, va être plutôt spécialisée dans la détection de textures et la complétion des traits. Alors, en fait, le véritable rôle de V2, d'une certaine manière, c'est de faire apparaître l'invisible, de rendre tangible des choses qui, pourtant, n'existent pas visuellement. Alors, typiquement, ça va être capable de repérer dans une texture des contours, comme par exemple, ici, vous avez un cercle. Je ne sais pas si vous avez suffisamment de qualité visuelle pour voir le cercle apparaître. Mais également pouvoir prolonger des formes qui sont incomplètes. Là, par exemple, elle arrivera à prolonger les traits, V2 arrivera à prolonger les traits de manière à faire apparaître un triangle complet, faire apparaître des objets qui sont sous-entendus, comme ici ce carré, ou alors sous-entendre l'existence de contours, comme par exemple pour des objets qui sont cachés, comme ici. V2 a également un gros rôle de carrefour au sein du cerveau. C'est lui qui va faire communiquer les différentes aires cérébrales entre elles. Alors, il y a en gros deux grands algorithmes de reconnaissance des formes dans le cerveau qui ont deux buts différents. Un qu'on appelle la voie du quoi, la voie ventrale qui passe par le dessous du cerveau, ici en violet, qui va être en fait chargée d'identifier précisément les objets. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle la voie du ou, la voie dorsale qui passe par l'arrière vers le haut de notre cerveau, qui va, ici en vert, qui va être en fait chargée de positionner ces objets et de comprendre leur interaction avec l'espace et le mouvement. On va commencer dans cette présentation par voir la voie dorsale. Donc, la voie dorsale commence par l'aire du cerveau V3, qui est chargée de faire l'analyse simple de formes. Alors, par forme, en fait, c'est plus voir quels angles sont connectés à quels autres, quels sont les polygones globaux, etc. C'est pas vraiment encore distinguer un triangle d'un carré. C'est vraiment très, très global, en fait. C'est plus faire une sorte de comprendre quels contours vont ensemble, en fait. Alors, juste pour illustrer une petite particularité du fonctionnement de l'aire de V3, je vous ai apporté une photo. Je vous demanderai de compter en fait les poneys présents sur cette image. Alors j'entends un 4, j'entends un 5, un 3 aussi. Donc, bon, alors il y en a 5. Mais vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas vraiment évident de distinguer ces images-là. Ce serait beaucoup plus simple si j'avais amené les poneys avec moi lors de la présentation. En fait, la raison, c'est qu'en fait, pour déterminer les contours, V3 ne va pas se baser seulement sur les contours de couleurs, mais également sur les contours qui sont transmis par toutes les informations, telles que la vision binoculaire, qui va vous permettre facilement comme ça de faire la différence entre
l'objet regardé et son fond, également le mouvement qui vous permettra de faire la différence entre les objets animés et les objets inanimés. Cette utilisation des contours, pas seulement pour la couleur, c'est quelque chose qui est propre à la vision humaine, qu'on retrouve très très peu en vision informatique, sauf pour quelques algorithmes très très spécifiques, principalement pour les simulateurs de conduite. Et ça permet en fait vraiment de tirer le maximum de partie des images, notamment lors des phases d'apprentissage, au tout début de la vie des enfants. Alors, V3 va travailler avec une zone voisine, ici en bleu et violet, V3A, qui va, elle, en fait, travailler à l'agrégation du flux vidéo. Alors, on a vu ensemble tout à l'heure qu'en fait, ce qu'on voit, c'est une zone nette très réduite, mais qu'on a l'impression d'une zone beaucoup plus grande. C'est ce que V3 va faire, en fait. Il va prendre les images à différents moments, en fait, va se baser sur les mouvements à la fois de notre corps, de notre tête, de nos yeux, et dans quelque chose qu'on appelle les micro-mouvements oculaires. Vous les faites de manière inconsciente, environ 20 par seconde. Tout ça, en fait, va faire en sorte que vous avez, certes, une image réduite, mais qu'elle va beaucoup bouger. Et en concaténant ensemble toutes ces images, vous aurez l'impression d'une image beaucoup plus grande sur laquelle vous pourrez vraiment baser votre reconnaissance de forme. Alors, ce fonctionnement a le petit inconvénient en fait, de fonctionner seulement par partie, ce qui peut faire en fait, apparaître des glitches et illusions, comme par exemple cette forme impossible. Et V3A travaille aussi conjointement avec une autre aire du cerveau qui s'appelle V3B, qui est juste à côté, en fait, qui représente en fait, le miroir de ce qui se passe dans l'autre hémisphère. Sait-on jamais, au cas où il y aurait des objets intéressants qui se soient positionnés de l'autre côté du champ visuel, en fait, qui n'est pas analysé par l'hémisphère sur lequel on se trouve. C'est cette zone-là qui va assurer la communication interhémisphère, en fait, dans le cortex visuel. Alors, un peu excentré, on a V5, qui est responsable de la perception du mouvement par nos yeux. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la persistance rétinienne. C'est un phénomène qui existe, mais ce n'est pas ça qui est responsable de la perception du mouvement, en fait. C'est sur un principe tout ça est géré sur un principe un petit peu similaire par V5. En gros, V5 va imaginer l'évolution de la scène que vous êtes en train de regarder, puis la comparer à la réalité, et va en déduire en fait de cette différence entre les deux, des mouvements, des saccades, des accélérations, etc., etc. Cette projection, en fait, qui va permettre à V5 d'analyser le mouvement et de lui donner un sens. Alors, V5 essaye de faire au plus simple, en fait, ce qui, par exemple, donne lieu à quelques glitches. Par exemple, là, vous avez un point jaune qui a l'impression de bouger, alors qu'en fait, c'est juste une dizaine de points qui changent de couleur, en fait. Et V5 ne va pas analyser ça comme un changement d'état, mais plutôt comme un mouvement régulier, en fait, tel qu'il est habitué à avoir dans l'environnement naturel. Alors, V5 travaille avec V7. Je vous avais dit que les aires de cerveau ne sont pas suivies, les numéros d'aires ne se suivent pas. Donc ça, c'en est typiquement une illustration. Donc V7, en fait, va être responsable de la perception de l'espace. C'est une aire du cerveau qui va travailler conjointement avec tous les autres sens, notamment le sens de l'équilibre, mais également le cortex moteur, etc., etc., et le toucher, et un petit peu l'ouïe, pour établir une sorte de projection mentale en 3D de notre environnement en permanence. Alors V7 se base énormément sur la binocularité, mais pas seulement. Il se base également beaucoup sur le flou et la décoloration des objets lointains, également sur les effets de perspective, sur essayer de comprendre qu'est-ce qui est devant quoi, etc., etc. C'est pour ça que si même par malchance l'un de vos yeux arrête de fonctionner, vous réussirez à restaurer la fonctionnalité de persistance quasiment à l'identique environ un mois. Alors, le fait que justement V7 ne se base pas exclusivement sur la binocularité pour interpréter l'espace, ça nous permet à la fois de comprendre les images, mais également de nous laisser leurrer par des trompe-l'œil, comme par exemple cette cascade-là, qui a été dessinée à la craie, en fait, sur le sol. C'est également V7 qu'on va utiliser, en fait, dans tout ce qui est conduite automobile, pour comprendre la trajectoire des véhicules dans l'espace, mais également dans tout ce qui est jeux vidéo, en fait, où d'une certaine manière, on va oublier notre environnement proche pour le remplacer par l'environnement en 3D du jeu vidéo. Alors,
Voilà ce que c'était pour... Ça, c'était pour le fonctionnement de la voie dorsale, la voie du OU. On va repasser maintenant sur la voie ventrale pour comprendre comment est-ce que notre cerveau fait précisément pour identifier des objets et justement reconnaître des formes. Alors, la voie ventrale commence par l'aire du cerveau V4, ici en turquoise, qui va être chargée, elle, de l'analyse plus fine des formes et surtout de leur affecter une couleur. V4 commence à être situé parmi les aires du cerveau qui sont capables d'apprendre et de raisonner, de tenir compte du contexte. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo-là, je crois que c'était il y a un an ou deux. Donc, un oui, quelques non. Donc, en gros, le but de cette photo, en fait, était de reconnaître la couleur de la robe en question. Les gens étaient plus ou moins pas d'accord. Ça vous donnait des discussions passionnantes où vous avez des personnes complètement furieuses qui vous expliquaient « Bien sûr que je vois la robe bleue, mais au fin fond de moi, je sais qu'elle est blanche. » Tout ça, en fait, c'est parce qu'on fait appel à notre mémoire, à notre expérience, etc., en fait, pour interpréter cette image-là, et qu'elle varie d'une personne à l'autre. Pour détection plus fine des images encore et des couleurs, V4 transmet ces informations à V6, ce qu'on appelle le cortex infémotemporal, pour ceux qui aiment les noms plus compliqués. Donc V6, en fait, va être une succession d'aires spécialisées dans la reconnaissance de forme, très spécialisées. Vous avez par exemple l'aire de reconnaissance du visage. Juste, je me permets d'insister sur cette aire-là. En fait, c'est une aire qui est assez particulière dans le cerveau humain, parce que la reconnaissance du visage, en fait, pour la vie humaine, c'est considéré comme une fonction essentielle. À notre survie de certains. Si vous avez quelqu'un qui arrive, il faut absolument que vous soyez capable de la reconnaître, de l'identifier, d'identifier ses intentions, etc. Ça marche plus ou moins bien, mais c'est considéré comme une fonctionnalité extrêmement importante de notre survie et de notre vie sociale. Deuxième information, c'est d'une fonctionnalité qui est innée, en fait. Elle est formée intégralement, embryonnairement. Elle a même la petite particularité de l'espèce humaine, en fait, c'est qu'elle fonctionne à la naissance. La plupart des mammifères, en fait, n'ont quasiment pas de... Le cortex visuel n'est pas très vraiment fonctionné à la naissance, ils naissent les yeux fermés. L'être humain, il est une des rares espèces à naître avec les yeux ouverts et avec juste, en fait, ce qu'il faut de fonctionnement du cortex primaire, du cortex visuel, en fait, pour alimenter en information cette zone-là de reconnaissance des formes pour qu'ils soient en gros capables de reconnaître un visage. Bon, ça va être seulement de face, ça va être en noir et blanc, ça va être seulement à une distance d'à peu près 40 cm. Mais ça, cette fonctionnalité-là, qui est primordiale, est présente dès la naissance. Sauf quelques anomalies génétiques, mais bon, on en parlera plus tard. À l'inverse, en fait, dans V6, on a également des aires qui sont entièrement acquises. Par exemple, l'aire de la lecture. Il n'y a pas dans notre cerveau, en fait, de place qui est réservée à la lecture. En fait, c'est que lire, c'est quelque chose qui est apparu trop tardivement dans l'humanité pour que ça ait la chance de pouvoir vraiment modifier le fonctionnement de notre cerveau. C'est pour ça qu'en fait, l'aire de la lecture, là, elle est en jaune, plus elle est sur un seul hémisphère. Mais suivant les personnes, en fait, suivant la langue que vous apprenez, suivant l'âge auquel vous apprenez, cette aire du cerveau-là va se retrouver en fait à différentes positions, en fait, suivant la place laissée par les autres aires et les besoins en fait sur le moment. Si vous n'apprenez pas à lire, cette aire-là ne va jamais se développer. Ça va être principalement l'aire de gestion de processus d'information visuelle, de reconnaissance des visages qui va en fait prendre cette place-là. Donc, comment est-ce que notre cerveau fait pour mémoriser toutes ces informations visuelles? Comme vous savez, notre cerveau est constitué de neurones. Ces neurones vont se communiquer ensemble par une espèce de bras, en fait, généralement il n'y en a qu'un seul, qui s'appelle un axone. L'axone, en fait, va permettre de communiquer une impulsion électrique d'un neurone vers un autre, et comme ça, au fur et à mesure, de former un raisonnement, un souvenir ou des fonctionnements plus complexes. Lorsque le cerveau essaye de mémoriser, en fait, un signal va être envoyé à ces espèces de cellules bleues là, qu'on appelle les cellules gliales. Les cellules gliales, en fait, vont enrober les axones concernés de myéline, et la myéline, en fait, va figer l'axone dans sa position actuelle, va de certaine manière, en fait, rendre le souvenir persistant. C'est comme ça, en fait, que notre mémoire fonctionne. Donc voilà, c'était pour le fonctionnement de notre cerveau humain. J'ai plein d'autres choses à vous dire, mais j'ai vraiment très peu de temps à faire. Grosso modo, l'idée de base, en fait, c'est que notre cerveau donne
à tout un tas de traitements et process qui sont masqués et qui nous donnent justement l'illusion d'un process fluide, sûr et transparent et lisse à notre conscience, en fait, mais que tous ces fonctionnements internes en fait, sont majoritairement masqués et très difficiles à percevoir volontairement. Donc, la vision par ordinateur, maintenant. Alors, elle va se baser en fait sur des images, généralement en noir et blanc. Depuis peu, on a fait beaucoup de progrès en optimisation. On arrive à traiter ça sur des images en couleur et des vidéos. L'idée, c'est que cette image, en fait, va être présente à l'algorithme sous la forme d'une matrice de points d'une qualité uniforme. Vous n'avez pas besoin de faire une composition comme avec le cerveau humain. Cette image, généralement, en fait, va être plate, seulement en 2 dimensions. Le cerveau ne va pas pouvoir utiliser d'autres sens ou d'autres informations complémentaires pour avoir plus de données, en fait, sur le sujet. Mais elle a l'avantage d'être figée en mémoire, c'est-à-dire que l'algorithme pourra y revenir plusieurs fois pour extraire différentes informations. Alors, quel que soit l'algorithme dont on parle, qu'on parle de reconnaissance d'image, de lire un texte, d'identifier un visage, de caractériser un mouvement, ou alors de s'orienter dans un mouvement en 3D, la base de ces algorithmes est à peu près la même. On va partir d'une image de base, on va lui effectuer différents pré-traitements, on va extraire des données de cette image, on va les combiner ensemble et les passer dans un algorithme de prise de décision. Et c'est cet algorithme-là qui va en fait identifier l'objet en sortie. On parle généralement de classification quand on identifie des objets variés. Par exemple, tel objet c'est une pomme, tel objet c'est une voiture, tel objet c'est une banane. Pour tous ces besoins différents en fait, d'algorithmes, on utilise généralement des algorithmes différents qui sont spécialisés dans un besoin en particulier. Notre cerveau humain, lui, est capable de fonctionner pour tous, grâce à ces différentes aires spécialisées. Un des gros problèmes en fait, dans l'extraction de données d'une image, en fait, c'est qu'il faut extraire des données qui vont être consistantes sur des images qui vont être très différentes. Vous pourrez avoir par exemple des fortes différences de luminosité, de contraste et de couleur entre 2 images qui représentent le même objet. Pareil, des différences de format, de forme, des déformations, des objets qui seront cachés, qui ne seront pas suivant le même point de vue, etc. etc. Alors, pour contrebalancer ça, les algorithmes de reconnaissance de forme avant les neurones, en fait, préféraient se baser sur, à partir d'une image donnée, en extraire les contours, de ces contours extraire des angles, puis rapatrier autour des angles, donner toutes les données possibles, l'orientation des contours à leur sortie, un histogramme rapide des couleurs, etc., etc. Et regrouper toutes ces informations sous la forme de ce qu'on appelait des feature descriptors, en gros des résumés très précis d'une zone réduite de l'image. Ensuite, on sélectionnait ce qu'on considérait comme les descripteurs étant les plus intéressants, les plus caractéristiques de l'image. Et c'était ces descripteurs-là, en fait, qu'on comparait d'une image à l'autre pour établir s'il y avait une correspondance. Là, par exemple, on a 2 photos issues d'un angle de vue de Notre-Dame différentes. On est capable de reconnaître qu'il s'agit du même bâtiment, même si les données pixel à pixel changent. Alors, ça marchait à peu près, mais ça avait 3 problèmes majeurs. Alors, le premier, c'est que pour la classification d'images, ça nécessitait une quantité de données monstrueuse et ça avait beaucoup de mal à reconnaître de nouvelles images, en fait, qui n'étaient pas dans le jeu de données initial. Le deuxième, c'est que ça nécessite énormément de puissance de calcul et des algorithmes très précis qui sont très, très difficiles à optimiser. Et c'est pour contrebalancer tout ça qu'en fait, on a décidé de s'inspirer du fonctionnement du cerveau humain pour développer les réseaux neurones. Alors, quel est le principe d'un réseau de neurones? En fait, c'est de copier le fonctionnement d'un neurone biologique. On va avoir ce qu'on appelle un neurone formel, qui va être une fonction qui, avec plusieurs données en entrée, pour chacune des données, il va associer un poids, il va faire une somme pondérée. Si la somme est supérieure à une valeur d'activation de ce neurone, alors le neurone va transmettre son information calculée au neurone suivant, qui va faire de même, etc., etc. En regroupant les neurones en couches et en superposant comme ça les couches ensemble, on arrive ainsi à faire des algorithmes très très complexes. Ces algorithmes, par exemple ici en passant différentes données en entrée, on peut en déduire différentes classes de sortie. L'idée, en fait, ça va être de regarder pour une entrée donnée quelle va être la sortie
obtenue par le réseau de neurones. Et suivant si la sortie est, le réseau de neurones a répondu convenablement ou pas, on va faire bouger ces poids de manière aléatoire. Ainsi, d'itération en itération, de changement aléatoire en aléatoire, on arrivera de plus en plus à obtenir le comportement attendu à partir du jeu de données en entrée souhaité. C'est une technique qui fonctionne très bien pour tout un tas de processus linéaires. Ah oui, vite fait, comment on entraîne un réseau de neurones, pardon. Donc on commence par initialiser le réseau de neurones. Soit on l'initialise à vide, soit on récupère un réseau de neurones déjà existant ou préinitialisé. Ensuite, on va soumettre à ce réseau de neurones différents jeux de données. Et on va faire varier les poids en fonction de manière à ce que pour le jeu de données en entrée, on obtienne bien le résultat souhaité en sortie. Et régulièrement, en fait, on va vérifier quel va être le pourcentage de réussite du réseau de neurones. Une fois qu'on arrive à un pourcentage de réussite qu'on considère acceptable, on passe cette espèce de petite étape là. On va demander au réseau en gros de neurones d'arrêter d'apprendre et on va commencer à l'utiliser pour le dupliquer sur le réseau de neurones sur tout un tas de machines et l'utiliser de manière indépendante sur toutes ces machines là en fait. Ce qui est important de comprendre en fait, c'est que la grosse problématique d'un réseau de neurones en fait, c'est l'apprentissage, c'est toute cette partie à gauche en fait. C'est ça qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'expertise et énormément de données et de puissance de calcul. L'utilisation, en fait, au final, ça va être juste ça peut être optimisé sous la forme d'une suite de produits matriciels. C'est une opération que nos processeurs savent très bien faire et très bien optimiser. On commence même d'ailleurs à avoir des algorithmes de reconnaissance des formes qui fonctionnent juste avec la puissance d'un mobile. Donc, je disais qu'en fait, les réseaux de neurones, ça marche très bien pour tout ce qui est processus linéaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on va passer des images en entrée d'un réseau de neurones. On va décomposer, en fait, chaque pixel de l'image va être affecté à une entrée du réseau de neurones. Et en sortie, on va s'attendre à ce que chaque réseau de neurones en sortie corresponde à une classe souhaitée. Alors, ça fonctionne pour les petites images. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, le problème de cette technique-là, c'est que ça nécessite, dans le cadre de la reconnaissance des formes, des jeux de données absolument gigantesques, une puissance de calcul énorme, parce qu'il faut à la fois de très grandes couches et également beaucoup de couches pour obtenir le résultat attendu en fait, à partir d'images. C'est pas très optimisé. On s'en est servi de cette manière-là pendant des années, plus davantage pour la reconnaissance de caractères que pour la reconnaissance d'images complexes en fait. Alors, ce qu'on a fait, du coup, pour essayer d'optimiser un peu les réseaux de neurones virtuels, c'est qu'on a décidé de s'inspirer du fonctionnement du cerveau humain pour tout ce qui est reconnaissance dans les algorithmes plus récents. Alors, comme on l'a vu en fait, précédemment, en gros, le cerveau se résume avec certaines aires du cerveau qui vont être créées au stade embryonnaire, mais qui vont très peu évoluer et apprendre et faire preuve de plasticité par la suite, d'un côté. Et c'est par exemple V1, V2, V3 et V5. Et de l'autre côté, V6, V4, j'en oublie, V7, qui vont, elles, être capables d'apprendre et d'évoluer avec le temps. Merci. Mais qui vont être créés vides. Donc c'est en fait ce comportement-là en fait, qu'on va essayer de reproduire avec les réseaux de neurones modernes pour la reconnaissance des formes qui sont dits à convolution. Donc on va avoir des premières couches figées qui vont être initialisées avec des valeurs fixes et qui ne vont plus apprendre par la suite. Et par derrière, ces couches-là en bleu, les couches dites de classification, qui elles vont essayer de reproduire une architecture, vont avoir la possibilité d'apprendre en fait et d'évoluer en fonction des jeux de données. Donc, les couches de classification sont créées vides, ça va être le jeu de données qui va les entraîner. Pour les couches d'extraction, en revanche, on retrouve une décomposition qui ressemble un peu à celle du cerveau humain. C'est-à-dire avec les premières couches, là, celles-ci dites d'échantillonnage, qui en gros vont découper l'image donnée en des petites tuiles qui vont se recouper entre elles. Ensuite, on a une couche de convolution qui va en fait être chargée d'identifier pour chaque tuile ce que représente quel est exactement pas vraiment précis, quelle forme en fait est présente sur le contenu de chaque tuile. Pour ça, en fait, on va faire différents
On va utiliser ce qu'on appelle des filtres matriciels. En gros, c'est une matrice en noir et blanc. On va faire un produit, un produit matriciel entre la tuile d'un côté et le filtre matriciel de l'autre. Si la valeur de ce produit-là est supérieure à un certain montant, ça veut dire qu'en fait, l'image entre la tuile et le filtre se ressemblait suffisamment pour qu'on considère qu'en fait, le fragment soit par exemple un angle, un arrondi, un trait dans telle orientation, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la couche de convolution. Après ça, on fait éventuellement intervenir une couche de pooling qui va en fait filtrer les données issues de cette couche de convolution pour garder seulement celles les plus intéressantes. On va faire comme ça s'alterner les couches de sampling, convolution et pooling plusieurs fois de suite, de manière à extraire le maximum de données et ne garder que les plus intéressantes. Et ce sont ces données-là qui vont entrer dans les couches de classification de notre réseau de neurones et qui vont faire apprendre l'algorithme de reconnaissance des formes. Alors, c'est une technique qui est plutôt au point. Il y a plusieurs API, plusieurs GAFA en fait, l'ont rendu public, dont notamment celle de Google. Donc, je vais rapidement vous faire une démonstration. J'en ai quelques problèmes de démarrage, du coup, toutes mes données sont parties. Désolée. Donc, par exemple, pour cette photo, elle est pas c'est une photo que j'ai prise moi-même en fait. Donc, ce n'est pas une photo en fait auquel Google a accès, mais il a quand même été capable de dire qu'il s'agit d'une photo de vélo, qu'elle se passe en montagne. Là, vous voyez des montagnes au loin, tout tranché. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour les repérer. Qu'il y a la présence d'un arbre, de ciel. Ah, voilà, et un lac. Alors, pour chacune de ces features, en fait, il donne un pourcentage de certitude, qui est en gros à quel point il est sûr ou pas de la présence de l'objet en question. On va reprendre la présentation. Alors, le problème, c'est qu'en fait, de la même manière que le cerveau humain en fait, est sensible à certaines illusions, les réseaux de neurones en fait, ont eux-mêmes leur propre glitch. Alors, il y a beaucoup d'articles sur le sujet. J'aime bien celui notamment qui a été écrit par Nguyen, Yosinki et Kloon, qui en gros nous expliquait comment on pouvait en fait, tromper les algorithmes de reconnaissance des formes en les faisant passer en fait, des données générées artificiellement. Par exemple, pour leur réseau, ils ont présenté une image de guitare que l'algorithme a reconnue comme étant sûre à 98,9%. Par contre, quand on lui a présenté cette image en fait, de guitare, enfin pas de guitare, pardon, même moi ça me trompe, ces lignes en fait rouges un peu ondulées, il a également confondu ça avec... il a également affirmé qu'il s'agissait d'une guitare, mais avec même plus de certitude que la guitare originelle. Pareil avec le pingouin, etc., etc. Etc., etc. Il y a une quarantaine de données d'exemples en fait, dans l'article que je mets en bas, donc je vous laisse les regarder, certaines sont assez intéressantes. Le problème, en fait, les problèmes qui sont soulevés, en fait, il y a plusieurs problèmes en fait, avec la reconnaissance des formes par réseau neurone. Il y a déjà le fait qu'on a parfois, là c'était le cas pour ces illusions, en fait, ce sont des images auxquelles le réseau de neurones ne sont pas habitués, ils ne sont pas habitués en fait, à ces images artificielles. Du coup, ils ont considéré qu'elles ne font pas partie de leur jeu de données. Du coup, ils ont essayé de leur donner un sens par rapport à ce qu'ils connaissaient. Il y a également beaucoup d'erreurs concernant l'interprétation entre le fond et la forme, notamment pour tout ce qui est objet sombre. Un objet sombre, par exemple, avec un background, avec un fond un petit peu complexe, plus clair, les algorithmes vont avoir tendance à davantage ne pas comprendre quel est l'objet de la photo et essayer d'identifier le fond plutôt que l'objet qui est en premier plan. Et on a également en fait des usages malhonnêtes, c'est-à-dire qu'en fait actuellement il est relativement facile de générer des images qui vont ressembler en tout point
à une photo à l'œil humain, mais que l'algorithme de reconnaissance des formes va identifier de manière différente. Par exemple, faire passer un visage pour un autre, un véhicule militaire pour un véhicule de tourisme, etc. etc. en fait. Je crois qu'on avait fait un talk sur la Xebicon, la dernière Xebicon sur le sujet. Vous pourrez trouver la vidéo avec les autres. Donc, et pour conclure, cerveau versus machine. Le cerveau, en fait, ce qu'il va voir, en fait, techniquement, ce n'est pas une image, mais une vidéo binoculaire en couleur. Tandis que l'ordinateur, lui, va se baser sur une image 2D fixe, depuis très peu seulement en couleur et en vidéo. Le cerveau, lui, va être obligé de reconstituer son image à partir d'une série d'images, tandis que l'ordinateur, lui, va pouvoir directement se baser sur une image entière avec une qualité régulière. Le cerveau va pouvoir compléter son interprétation visuelle avec d'autres sens, d'autres informations issues. Tandis que l'ordinateur, lui, va seulement pouvoir se baser en fait que sur l'image, n'aura pas de contexte, n'aura pas la possibilité de tourner un peu autour de l'objet, histoire d'avoir davantage d'informations. On apprend avec notre cerveau toute notre vie. On arrive à peu près à avoir, vers 2 ou 3 ans, à avoir suffisamment d'expérience pour classifier de manière efficace tout un tas d'objets. Les ordinateurs, eux, sont encore très très limités par la qualité des jeux de données actuels. Par contre, le cerveau, lui, apprend quasiment de zéro, tandis qu'un ordinateur, une fois que l'algorithme, que notre réseau de neurones a appris, on peut très bien dupliquer entre plusieurs plateformes son savoir. Ensuite, le cerveau, en fait, quoi qu'il arrive, doit répondre. Il faut répondre et identifier, quitte à se tromper, mais il sera capable, dans ce cas, de pouvoir corriger ses erreurs par la suite. Tandis que tout ce qui est vision par ordinateur, les algorithmes peuvent répondre certes avec un pourcentage de certitude, mais s'ils se trompent, ils n'auront pas la capacité de s'en rendre compte par eux-mêmes. Et pour conclure, encore. Donc, lorsque j'ai parlé autour de moi que j'allais écrire ce speech sur la reconnaissance des images par le cerveau humain, il y a un docteur qui m'a dit « Alors fais attention, te plante pas, tu verras, en fait, on a tendance à mettre le fonctionnement du cerveau sur un piédestal, considérer que c'est une sorte de machine parfaite, efficace, limpide et claire. En fait, la réalité, c'est que tout son fonctionnement, en fait, toutes ces erreurs et tous ces hacks qu'il fait pour contourner ses propres interceptions, a lieu à l'insu de notre conscience. On ne se rend pas compte de tous ces problèmes, de toutes les difficultés qu'il peut avoir en fait, dans la reconnaissance des formes. Le cerveau humain est loin en fait, d'atteindre la précision et l'exactitude et la régularité d'une machine. Et puis ensuite, j'ai parlé de mon sujet en fait, à quelques collègues qui étaient spécialisés en reconnaissance des formes et en réseau de neurones. Alors eux, ils m'ont dit, alors fais attention sur le sujet, parce que les gens ont tendance, quand on leur parle de reconnaissance des formes par ordinateur, à s'imaginer une sorte de super IA comme dans les films, un genre de super Skynet. Mais la réalité, c'est que la technologie, on n'est pas encore là en fait. Il y a des erreurs, il y a des glitches. Les réseaux de neurones ont leurs limitations et ne sont pas capables non plus de s'en rendre compte. On est encore loin d'atteindre le niveau d'exactitude et d'expertise du cerveau humain. Donc, c'était ma présentation sur la reconnaissance des formes par le cerveau. Je vous remercie. Vous avez 5 minutes si vous avez des questions. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question en fait par rapport justement à l'imperfection de l'œil humain qu'il ne voit clair que sur une petite partie centrale en fait et que le reste est reconstitué. Mais quelque part, est-ce que ça, c'est pas ça ajoute pas de la sémantique finalement aussi au cerveau entre guillemets, c'est-à-dire de se dire, bah, ton centre d'intérêt, il est au centre de l'image. Et du coup, on pourrait imaginer pour un réseau de neurones aussi, on lui donne finalement une image globale, mais en fait, c'est peut-être que le centre qui est intéressant et du coup, ça donne déjà quand même une grosse information sur ce qu'on cherche peut-être à reconnaître ou à traiter, quoi. Alors, j'aurais pu faire... j'ai que 35 minutes, j'ai pas pu te parler d'attention visuelle. Mais... c'est quoi ce bruit? C'est vrai qu'effectivement, en fait, c'est très très difficile pour nous de nous concentrer sur quelque chose qui n'est pas dans cette zone centrale, en fait. Si vous forcez à regarder quelque chose, ça va être extrêmement difficile de ne pas vous focaliser sur autre chose. Les deux sont un peu près liés. Il y a quelques variations, mais ce n'est pas le cas. Merci.
Moi, ce que j'ai compris de la présentation, c'est que avec les similitudes entre les réseaux neurones et le cerveau humain, on peut s'imaginer que peut-être un jour, avec un réseau de neurones convolutifs suffisamment complexe, une machine pourrait atteindre des performances qui sont comparables à celles de l'œil humain, du cerveau humain. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à calculer combien il y aura besoin de puissance en termes d'ordinateur et combien il y aurait de couches de réseaux de neurones si on voulait simuler toutes les aires du cerveau humain pour la reconnaissance visuelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'actuellement, en fait, on a la plupart des algorithmes de reconnaissance des formes, par exemple l'API de Google, mixent ensemble les algorithmes pour parvenir à... Mais ce n'est pas le même algorithme, potentiellement ce sont deux algorithmes parallèles, en fait, histoire d'en avoir un qui soit capable de reconnaître le texte, un capable de situer les objets, un capable de reconnaître les objets, un capable de reconnaître les visages, etc. etc. En fait, on est plus parti sur une sorte de mélange d'algorithmes en fait, séparés pour parvenir à recopier l'intégralité des aires cérébrales. Je ne sais pas concernant la puissance nécessaire pour ça, s'il y a quelqu'un qui a calculé ça. Merci pour la présentation. Je voulais poser quelques questions sur le fonctionnement du cerveau annexe à ce que vous avez dit. Déjà, ce qu'on sait sur le fait que les cellules gliales aident à permettre de faire en sorte que la mémoire s'applique sur les réseaux de neurones, c'est quelque chose qu'on sait depuis très récemment? C'est, je dis 10 ans, je ne sais pas si c'est récent ou pas. Dans les sciences cognitives, c'est très récent. Mais c'est absolument pas médiatisé ni communiqué en fait dans les. Oui, pardon. Et dans les premières zones, la V1 jusqu'à V4, là, vous avez dit qu'il y a, a priori, c'est des réseaux immutables. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de cellules gliales autour? C'est une bonne question en fait. Je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y a également un processus de rigidification des axones qui permet d'avoir moins de cellules gliales, mais les cellules gliales sont en fait également celles qui entretiennent, alimentent et réparent les neurones. En fait. Le cerveau dégénère très très vite s'il en est privé. Alors, les cellules gliales, il y a des rôles qu'on connaît depuis longtemps, il y a des rôles qu'on découvre. Le rôle le premier rôle qu'on a identifié, c'est la gaine de myéline qui permet d'accélérer l'influx nerveux parce qu'à chaque fois qu'il y a une gaine de myéline et qu'il y a une interruption, en fait, le signal électrique saute d'un espace à l'autre. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Donc ça joue un rôle effectivement dans l'apprentissage. Excuse-moi, si on explique ça, on en a littéralement pour 20 minutes. Désolé. Ok. Non, mais juste pour dire, donc ça c'est un rôle connu. Il y a le rôle de structure de réparation qui est super connu. Et on est en train d'explorer d'autres rôles sur le raisonnement. On pense que maintenant, on commence à penser que éventuellement les cellules gliales ne sont pas là juste pour la structure, mais peut-être qu'elles changeraient, qu'elles influeraient, elles moduleraient le signal nerveux et donc elles t'aideraient à réfléchir en fait. On a le temps pour une dernière question. Non? Si personne n'en a. Hein. La partie V7, oui. C'est le réceptacle de la proprioception aussi puisque... Je ne sais pas ce que c'est la proprioception. Bon, je retire ma question. Vas-y, dites-moi, vous avez posé la question, vas-y. Vous avez expliqué que ça permettait de récupérer des informations des différents sens pour, oui. Pour du coup, trouver du sens à ce qu'on voit. Et la proprioception, c'est le fait c'est le sens qui fait qu'on arrive à mettre son doigt sur son nez en ayant les yeux fermés. À la conscience du corps, d'une certaine manière. Voilà. En fait, techniquement, c'est beaucoup plus proche de V5, en fait, des aires du mouvement, tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au cortex visuel, c'est quelque chose, en fait, qui est plus dans le cortex moteur, la proprioception, en fait. V5, pour différentes raisons, est en rapport avec le cortex moteur, en fait, de manière assez... V5 et V3. C'est une partie un peu compliquée. Je peux répondre après, si vous le souhaitez.